Jean-Marie Pelt, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. En lisant vos livres, j'ai réalisé qu'il y avait une vie secrète dans le monde végétal que je ne soupçonnais d'aucune façon. Des codes de communication, une intelligence chez les plantes que je n'avais jamais pu imaginer. C'est vrai, donc. Il y a une forme d'intelligence chez les végétaux. Oui, ça a été dit déjà il y a longtemps par Maeterlinck, qui a publié un bouquin qui s'appelle L'intelligence des plantes, et ça a été confirmé par des découvertes scientifiques multiples qui occupent en gros les 15 dernières années, et qui nous rapprochent beaucoup du monde des plantes. Le monde des plantes a été pendant très longtemps un monde quasi minéral, je ne dirais pas non vivant, mais la barrière fondamentale passait entre les animaux et les plantes. Nous étions du côté des animaux, nous étions mobiles, les manifestations de la vie étaient évidentes chez nous, et puis chez les plantes, ça se passait autrement. On ne savait pas très bien comment. Ça ne bouge pas, ça ne sent pas, ça ne ressent pas, disait-on, et donc c'était un autre univers. Et pourtant, ça fait tout ça, ça ressent. Ça fait tout ça. Ça bouge d'une certaine façon, ça peut se déplacer avec le temps. Oui, absolument. Ça a une mémoire, certes primitive, mais enfin qui existe. Ça communique. Ça communique entre plantes par des voies différentes, multiples. Et c'est ce qui fait que les plantes sont plus proches de nous maintenant. Je retiens deux choses. D'abord, les codes de communication qu'on ne soupçonne pas. Parce qu'entre elles, les plantes se parlent. Oui. Si on peut dire qu'elles se parlent, enfin, elles communiquent. Elles communiquent, elles émettent des gaz. Lorsqu'une plante est atteinte par un prédateur qui est particulièrement agressif, elle se défend d'abord contre ce prédateur en émettant des toxiques, de sorte qu'elle devient non digeste et même quasi toxique pour le prédateur. Et en plus, en émettant ces substances, elle émet des gaz qui vont informer les plantes des alentours, qui elles-mêmes deviennent alors toxiques pour le prédateur. De sorte qu'il y a une communication par le gaz éthylène et quelques autres gaz d'une plante à une autre plante sur un certain nombre de mètres, sur une certaine distance. Et c'est efficace, cette communication. Ah, c'est très efficace, ça marche très très bien. Les prédateurs le connaissent d'ailleurs et s'en détournent et vont brouter plus loin. C'est une des raisons pour lesquelles les animaux ne tondent pas systématiquement les plantes, mais vont d'une plante à l'autre. Quand vous voyez les brouteurs, même les vaches dans les prés, ils ne broutent jamais en ligne droite, comme une barre de fauche. On voit la vache être ici, puis elle va être là, et puis là-bas. C'est vrai de tous les prédateurs, pratiquement. C'est probablement une des manières qu'ils ont, eux, inventées pour se défendre des informations que les plantes se passent quand ils arrivent. Il faut se souvenir que la nature n'a pas besoin de l'homme. Si l'homme venait à disparaître, elle fait très bien sans nous, et ces plantes se porteraient merveilleusement bien sans nous. L'inverse n'est pas vrai. Si le monde des plantes, puisque c'est de lui qu'on parle, venait à disparaître, eh bien nous partirions en même temps, parce que nous sommes incapables de vivre sans les plantes, qui nous donnent l'oxygène, mais qui nous donnent surtout la nourriture, qui nous donnent des médicaments, qui nous donnent des fibres textiles, qui nous donnent des parfums. Nous ne pourrions pas vivre sans les plantes, n'est-ce pas? Il y a depuis Rio 1992, le sommet de la Terre, un discours qu'on entend partout sur la biodiversité. Alors, précisons d'abord pour tous ceux qui ne seraient justement... Ce que ça veut dire. Que la biodiversité. Ben, la biodiversité, ça veut dire que la nature nous apparaît avec un très grand nombre d'espèces diverses, de plantes, d'animaux. Pour prendre un exemple, un chiffre, les plantes à fleurs, les plantes qui fleurissent, ça représente 270 000 espèces différentes connues actuellement, sans compter celles qu'on ne connaît pas encore. Donc une diversité considérable du vivant. Notamment, notez qu'à côté de cette diversité, il y a aussi une sociodiversité. Il y a la diversité extraordinaire des cultures, des langues, des religions, des croyances, la même chose. Donc la nature nous paraît diverse. Et cette diversité est considérée comme une richesse. Si vous êtes un spécialiste accro de la bourse, vous n'avez pas l'idée d'acheter une seule action d'une seule compagnie. Vous allez mettre vos œufs dans différents paniers. Pour le cas où cette compagnie se casserait la figure, ben vous ne seriez pas ruiné en même temps. Alors, c'est ce que la nature a fait. Elle a dispersé ses ressources
dans de très nombreuses espèces vivantes. Et si nous voulons conserver tout ça, il faut qu'on conserve tout ce patrimoine. Et la conservation de la biodiversité, c'est le souci de conserver le plus grand nombre, sinon la totalité, des plantes et des animaux qui forment la nature et que l'écologie étudie. On a fait crépiter des ordinateurs pour avoir des simulations et on estime que 65 000 espèces sur les 270 000 sont menacées. Des plantes à fleurs. Plantes à fleurs. Plantes à fleurs. Seulement. Seulement. Sont menacées. Alors on pourrait se dire, après tout, qu'est-ce que ça peut faire? C'est une petite herbe d'un désert complètement perdu, vient à disparaître. Qu'aurons-nous perdu avec cette petite herbe? C'est le type même du raisonnement qui est un raisonnement faux dans sa racine, pour cette simple raison que cette petite herbe, personne ne l'a étudiée. On ne connaît la physiologie et la chimie fine à peu près de 2000 espèces de plantes à fleurs sur 270 000. Le reste, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne connaît pas la composition et on ne connaît pas par conséquent les intérêts thérapeutiques éventuels. Ces intérêts thérapeutiques sont mis en œuvre par les pharmacopées traditionnelles, par les tradipraticiens, les guérisseurs, chacun dans leur culture. Tout ça, c'est quelque chose qui se perd aussi. Mais c'est un savoir que la science moderne méprise, vous le savez. C'est un savoir que la science moderne ne devrait absolument pas mépriser, mais devrait conserver. Et devra conserver parce que ce savoir se perd. Et que ce savoir fait partie du thésaurus de l'ensemble des savoirs de la planète et de l'humanité. Donc il faut que ces savoirs se conservent et il faut qu'on puisse, à partir de ces savoirs, exercer effectivement le rôle de crible, de tri de la science moderne, qui pourra peut-être dire, eh bien ça, c'est pas tout à fait légitime d'utiliser tel plan dans telles conditions, mais dans la majeure partie des cas, comme nous l'avons expérimenté depuis 30 ans à l'Institut européen d'écologie, ce savoir colle à une réalité empirique, pratique, incontestable. C'est que quand on vous dit, quand un chaman ou un guérisseur vous dit « nous utilisons, moi et mes confrères, telle plante dans tel type d'indication », c'est généralement juste. Pas toujours juste, mais c'est généralement juste. Donc c'est une source de savoir colossale. Mais vous savez que le scientifique que vous êtes s'expose à la critique la plus sévère lorsque vous dites à vos collègues, particulièrement les généticiens, les biologistes, il faut savoir entendre le chaman, il faut savoir entendre la nature. Vous le savez, vous prêtez le flanc quand vous avez ce discours-là. Mais oui, nous nous donnons entièrement à la critique, nous livrons à cette critique. Et pieds et poiliers, et nous la contestons vigoureusement. Parce que nous avons notre équipe de Metz en particulier. Et vous êtes des résistants alors dans l'univers? Eh bien non, nous étions des résistants. Nous avons été des résistants et nous avons probablement largement contribué à ce que l'intérêt pour ces savoirs traditionnels ne se perde pas. Nous avons initié des recherches, nous avons initié des thèses, un grand nombre de thèses sur les ressources thérapeutiques traditionnelles de tel et tel pays. Ça a été considéré comme sans intérêt. Ensuite, nous avons développé les essais pharmacologiques sur ces plantes afin de vérifier le dire des chamans et des guérisseurs. Et nous avons constaté que dans beaucoup de cas, ce dire est confirmé. Et puis tout d'un coup maintenant, il y a un engouement extraordinaire pour ces plantes. Monsanto, pour ne pas la nommer, fait une razzia mondiale sur toutes ces plantes parce qu'on veut avoir des reproduire. Et on veut avoir des banques de données pour pouvoir puiser des gènes dans ces réserves. Donc il y a maintenant subitement une prise de conscience et un intérêt qui se fait. Donc nous avons peut-être été pendant un certain temps des pionniers prenant des risques. Nous sommes plutôt maintenant des ambassadeurs, si vous voulez. Est-ce que l'alimentation transgénique, la manipulation génétique dans le monde du végétal est un des éléments qui menace cette biodiversité? Oui, sans aucun doute, oui. Parce qu'on est en train de créer de super végétaux qui sont des prédateurs aussi pour les espèces plus fragiles. Absolument. Et parce qu'il y a tout de même à la base de cette évolution une réflexion éthique implicite qui est pour moi totalement inacceptable et qui est de dire la nature telle qu'elle existe aujourd'hui
n'est pas satisfaisante, Faisons la elle meilleure. est mauvaise, nous allons faire une nature parfaite. Nous allons faire la plante parfaite, la plante qui aura toutes les qualités, le fruit qui ne pourrira pas, qui aura beaucoup de vitamine C. C'est-à-dire, nous allons construire dans l'abstrait, dans notre imaginaire, les plantes parfaites. Dès lors qu'on les construit, toutes les autres ne servent plus à rien. Et on pourra largement laisser tomber. Et on aura une nourriture parfaite dans le monde entier, la même pour tout le monde. Puisque nous sommes tous des hommes, nous avons tous les mêmes besoins, nous aurons tous les mêmes plantes. Tout ça, c'est dans le raisonnement implicite de Monsanto en particulier, avec un brin de messianisme qui me fait très très peur, du style « nous allons en plus sauver l'homme et la planète ». Ben, c'est ce que j'allais vous dire. Oui. Les grandes multinationales, parce qu'on démonise beaucoup les gens de Monsanto, mais oui, les autres, c'est pareil. Il y en a plusieurs Oui, autres, oui, oui. nous disent c'est la voie de l'avenir. Nous allons effectivement sauver l'humanité. Voilà. Quand nous serons 10 milliards, les capacités agricoles devront être aidées par la génétique comme on le fait. Voilà, c'est ça. Alors cet argument est totalement faux. Vous êtes en Europe. L'Europe a développé des stratégies qui peuvent paraître incroyables pour que l'agriculture ne produise pas autant qu'elle produisait, mais pour qu'elle produise moins. Et on a mis des terres en friche. Et on a donné aux agriculteurs des subventions pour que leurs terres soient en friche. Donc si on a besoin de plus pour nourrir l'humanité, il suffit de cultiver ces terres qu'on a mis en friche. C'est complètement évident. Il y a le souci, en revanche, de produire en qualité mieux. Et ce mieux, ce plus, comme on dirait aujourd'hui, c'est une des directions très positives de l'agriculture européenne telle qu'elle se pense elle-même, et en France en particulier. On parle beaucoup de ça, une agriculture de qualité, pas une agriculture standard, mais une agriculture qui reprenne en cause, en considération, le patrimoine traditionnel de notre pays et de notre continent. Mais ça nous renvoie à la question de la production quand on parle de qualité et est-ce qu'il est possible dans un monde standardisé comme le nôtre de faire de petites quantités? Justement parce que la biodiversité s'accommode mal de la production de masse. La biodiversité s'accommode pas très bien de la production de masse. Vous avez tout à fait raison. Mais l'économie de marché récompense la production de masse. Oui, si les consommateurs sont d'accord. Ce que nous avons vu à Seattle et ce que nous voyons ici, enfin régulièrement, et qu'on a vu spectaculairement en Angleterre ces dernières semaines, c'est qu'il y a un divorce entre le public, c'est-à-dire les consommateurs, et puis ces grandes multinationales dont vous parliez. Alors, si on se situe dans le cadre strict de l'économie de marché, dans l'ultralibéralisme anglo-saxon, c'est le marché qui tranche. Or, le marché est en train de trancher, mais pas dans le sens que le souhaiteraient les grandes multinationales. Et les associations de consommateurs dans le monde entier s'élèvent contre cette nourriture qu'ils n'ont pas demandée, qui ne leur apporte rien à eux de positif, puisque c'est en principe aux cultivateurs que cela apportait un plus, le consommateur n'en bénéficie pas, et ce consommateur, en plus, n'a pas été informé au départ. Ces plantes ont été mises sur le marché sans qu'il soit informé. Donc toutes ces raisons font qu'il y a vraiment une prise de conscience que je crois extrêmement importante sur pratiquement toute la planète, et en même temps une réflexion sur l'alimentation. Nous sommes dans une période où les problèmes de nutrition, de santé, d'alimentation, le lien entre l'alimentation et la santé, le lien entre l'alimentation et l'art de vivre, la vieillesse, le lien entre l'alimentation et la longévité, l'espérance moyenne de vie, est vraiment un souci constant des gens, un souci important des gens. Et il y a aussi, par rapport à la mondialisation, dont le concept fait peur, parce qu'on voit un nivellement de style McDonald's, Coca-Cola pour toute la planète, il y a le fait que José Bouvet, avec son lait de brebis dans le Larzac, représente les terroirs, les traditions, ce qui est considéré comme de la qualité, avec des labels de qualité, et les gens sont très attachés à tout ça. Alors, peut-on imaginer que le slogan du 21e siècle, pour reprendre celui des marxistes, ça sera « Terroir du monde entier, unissez-vous » ? Ben, écoutez, oui, c'est un peu ce qui s'est passé à Seattle. C'était très intéressant ce qui s'est passé là. Mais il s'est passé beaucoup de choses par ailleurs à Seattle. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais enfin, il s'est passé qu'il y avait deux entités
il y avait l'entité officielle, les gouvernements, les ministres du commerce, la politique internationale et l'OMC. Et puis en face de ça, il y avait, disons, des éco-citoyens innombrables, pas forcément d'accord sur tout, mais qui représentaient, entre guillemets, la population de la Terre. C'est-à-dire les consommateurs, ceux qui ne sont pas au pouvoir, mais ceux qui Ils savent se faire entendre, en tout cas. voilà, mais qui ont décidé de se faire vraiment entendre, et ils se sont fait entendre. Et je crois que c'était un événement politique considérable. Pour ma part, je considère que c'est l'événement politique le plus important depuis la chute du mur de Berlin, parce que c'est la première fois que face, et je ne voudrais pas choquer les téléspectateurs amis canadiens, mais face à ce troisième totalitarisme du siècle, nous avons eu le fascisme avec les désastres qu'il a fait, nous avons eu le communisme avec les désastres qu'il a fait, et maintenant nous avons l'ultralibéralisme qui s'apprêtait aussi, en nivelant complètement la planète, à provoquer sûrement des désastres. Un coup de frein a été donné, et ça me paraît extrêmement important. Ce coup de frein de Seattle me paraît un événement très important. La parabole qu'est le transgénique dans l'ensemble de ce débat, parce que dans le fond, c'est un des éléments. Oui, c'est un symbole. C'est un symbole. Est-ce que, jusqu'à ce jour, vous pensez que les consommateurs, les citoyens, avant d'être consommateurs, ont été désinformés sur les risques? Totalement désinformés. Le phénomène est parti des États-Unis avec un effort notoire et réussi d'ailleurs de désinformation totale de l'opinion publique, parce que les liens entre l'administration Clinton et Monsanto étaient des liens extrêmement étroits, parce qu'il y avait un lobbying qui a été admirablement managé. Les consommateurs n'ont rien su et rien entendu. Et il n'y a pas eu de problème. Nous avons été en Europe ceux qui ont soulevé les premiers un certain nombre de problèmes scientifiques concernant les effets potentiels sur l'environnement, concernant les effets potentiels négatifs sur la santé, concernant les effets sur l'organisation du monde agricole et donc sur l'économie et la société. Et ce débat a démarré en Europe, disons, il y a 3 ans, à peu près 3 ans et demi. 3 ans et demi. Nous avons fait un appel, nous, c'est notre institut, un appel aux scientifiques européens qui a été signé par 150 scientifiques qui demandaient un moratoire. L'idée était, tout ça n'est pas clair du tout, il faut prendre du temps pour approfondir les recherches et pour voir un peu plus clair dans tout ça. Et depuis 3 ans, les choses ont énormément évolué, des réseaux se sont mis en place, les consommateurs ont réagi, les gouvernements commencent à prendre acte et découvrent que le principe de précaution dont on a parlé à Rio, c'est peut-être pas si mal que ça, parce que s'ils ne l'appliquent pas, ils risquent d'aller au tribunal. C'est maintenant la peur légitime, d'ailleurs, des hommes politiques d'être mis en examen. Donc, ils se protègent par le principe de précaution, et ceci risque de nous permettre d'éviter des catastrophes que peut-être seraient venues plus tard. Jean-Marie Pelt, merci beaucoup.